Hey, bienvenue au premier épisode du Showbiz. Notre premier invité ce soir, c'est François Chénier, Carl Le Cat Charret dans Radio Enfer. Le Showbiz, c'est bien simple. Dans le fond, on reçoit un invité qui a participé à un projet marquant de la télévision québécoise, puis on jase avec. Puis en fait, on est ultra contents. C'est notre premier épisode. Ouais. François Chénier, honnêtement, c'est un rêve de petit cul de jaser avec. Fait que je suis ultra content qu'on ait sa présence aujourd'hui. C'est comme un casting couch, mais avec des potins sur sa stéréo. Ouais. On peut dire ça? Ouais, écoutez le podcast. Pour vrai, il nous a jasé de trucs tellement intéressants, puis il était ultra ouvert à nous jaser. Ça, j'ai trippé là-dessus. Le Showbiz, premier épisode, c'est maintenant. Premier épisode du Showbiz et des hommes. Crème, ça fait plaisir. Phil Couture au micro, Thomas Maillot. Yes, sir. Hey, je suis vraiment content, Phil, de faire ce show-là. Un peu fébrile? Oui, j'étais un enfant. Là. Ouais. C'est Noël. Ben moi, ce qui me fait le plus grand plaisir, c'est qu'on reçoit François Chénier, que vous connaissez, que vous allez connaître ce soir sous le nom particulièrement de Carl Le Cat Charret, parce que c'est un épisode qui est vraiment consacré à Radio Enfer. François Chénier, dont était pas mal le pilier, une émission qui a été tournée de 95 à 2001, qui a été diffusée aussi de 95 à 2001, puis après ça, il y a eu des reprises en masse. Ça va bien? Ça va bien vous-même, merci de me recevoir, messieurs. On est vraiment contents. Ouais, vraiment. Puis écoute, premièrement, on va se lancer directement dans le sujet. Moi, je me demandais comment c'est arrivé dans ta vie Radio Enfer, premièrement, parce que je sais que c'était un de tes premiers projets comme comédien. Il y avait eu Watatata en 92, je pense les premières armes peut-être à la sortie de l'école, puis rapidement, c'est arrivé dans ta carrière. Oui. Un vrai show de TV récurrent, là. Oui, ça, c'était un des premiers. Parce que Watatata, en fait, j'ai commencé plus jeune que ça, mais je faisais des petites affaires à gauche, à droite. Okay. Je suis pas passé par la formation que tout le monde fait. Je suis venu un peu à l'UQAM. OK. Il y a personne de parfait, c'est correct. C'est ça. C'est ça. Je suis venu un peu à l'UQAM. Puis comme j'étudiais en théâtre à l'UQAM puis que je faisais de la TV en même temps, ben les étudiants en théâtre m'envoyaient chier. Fait que je suis parti. Ça n'a pas changé. Mais pas longtemps, je pense que c'est au bout de la 3 ou 4e année de Watatata. Là, l'audition pour Radio Enfer est arrivée, oui. OK. Est-ce que c'est... premièrement, c'était à Canal Famille au départ, avant que ça devienne vrac. Est-ce que déjà, dès les premières diffusions, tu sentais que c'était quelque chose autour duquel il allait avoir un buzz particulier? Parce que, tu sais, encore aujourd'hui, je veux dire, tu le mentionnais tantôt, Ordon, tous les gens fin vingtaine, mi-trentaine, t'en parles encore. Est-ce que dès le départ, c'était ça? Non, pas du tout. Surtout pas dans les premiers enregistrements, parce que diffusion, tu disais, c'était 95? À 95 à 2001. Mais on a commencé au moins début 94 à enregistrer. Okay. La diffusion est venue un peu plus tard. Fait que on a vraiment eu le temps de trouver sa poche avant que ce soit diffusé. Pas de trouver sa poche, mais de douter. Ouais, c'est ça. Un an quand même, là. Ouais, presque 1 an, 6 mois, 1 an, ouais, c'est ça. Puis à la diffusion, ça a été quand même lent, mais au bout de après la première saison diffusée, là, c'est viré fou. Ouais. Puis ça marchait comment le casting de Radio Enfer? Comment c'était un processus d'audition ou Ouais. Ça, c'est, tu sais, quand on fait ce métier-là, je me rends compte que la majorité de mes contrats, c'est une affaire de bonne place au bon moment. Ou parce que je suis passé à un cheveu de ne jamais faire Radio Enfer. Ah ouais? Ouais, parce que moi, je venais tout juste d'entrer à l'agence Goodwin, qui est une grosse agence montréalaise. C'est encore là, je pense? Ouais. Et à l'agence Goodwin, il y a beaucoup il représente aussi beaucoup de réalisateurs, des auteurs, dont Louis Saya, qui est un auteur-réalisateur, qui est le créateur un peu de... pas le créateur, mais c'est lui qui a parti le projet, c'est lui qui a développé le projet Radio Enfer, Louis Saya, puis Louis était chez Goodwin. Fait qu'il a dit à Goodwin, moi j'aimerais ça voir Chénier qui est à l'agence ici, Anne-Claude Chénier aussi, qui est pas ma sœur. Il y a du monde qui se demandait ça. Ouais. On a fait nos recherches, on savait ça. Ouais, c'est ça. On fait un dossier d'1 heure là-dessus. Mais non, c'est pas ma sœur. Mais Anne-Claude était à l'agence Goodwin aussi. Michel Charette. Tu sais, donc il dit, moi je veux voir cette gang-là en audition. Fait qu'il dit ça à la directrice de casting, qui à l'époque a dit non, Chénier, ça donne rien, c'est pas pour lui pantoute. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? D'après moi, parce que dans la description du personnage, c'était vraiment... c'était un beau gars qui pogne. OK. Moi, je pognais, mais pas nécessairement parce que j'étais beau. Non, mais c'est vrai, quand t'es pas un pétard, tu développes d'autres choses. Vous le savez, les gars, je vous regarde. Vous avez dû développer quelque chose. On connaît ça. C'est ça. Ouais. Les cheveux longs, une tuque. Fait que, non, mais j'ai développé autre chose.
Puis ce que Louis Saya cherchait pour ce personnage-là, c'était beaucoup plus ça. Mais la directrice de casting, sans rancune à Charles, je pense qu'elle voulait vraiment que ce soit Charles Lafortune à l'époque. Ouais. Ah ouais. Okay, ça a passé très proche que Charles joue Carl. T'es sûr? C'est vrai? Ouais, très. Mais Charles était vraiment plus grand, plus beau. Mais c'est pas un bum rebelle, Charles? Non, ça mais aurait pas marché, non? Ben... Peut-être que oui, je sais pas. Ah, ben ça aurait marché oui, ça aurait marché parce que Charles est capable de jouer des personnages. C'est comédien. Non, je sais, mais... C'est pas tout le monde qui est capable. Non, je sais, mais on dirait que je sais pas. Ben, on a de la misère à l'imaginer, mais ça aurait été d'autres choses. Ouais. C'est sûr, ça aurait été d'autres choses, mais la directrice de casting aurait eu son beau gars. Ouais. Mais Saya, il voulait plus un petit bum. Un petit bum. Ouais. Puis ça, je pense que je l'étais. Ben, puis d'ailleurs, mais c'était bien réussi. Puis même, moi, jeune, quand j'écoutais Radio Enfer, quand je commençais, être cool pour moi, c'était être Carl le 4 Charret. Ça, j'en reviens pas. Non, mais vraiment, c'est ça. Mais toi, tu représentais ça pour nous. Puis d'ailleurs, ça a été aussi ce qui m'a fait flasher sur la radio pour la première fois. Puis bon, j'ai deux questions. D'abord, on va en rester au casting parce que ça s'enchaîne dans ma tête. Parce que, écoute, on en a tellement, puis ça fait longtemps qu'on attend ce moment-là, Tom puis moi. J'ai lu dans une entrevue que tu disais au départ que t'étais pogné comme Carl le 4 Charret. T'osais pas vraiment peut-être sortir d'un certain cadre, puis toi-même en le regardant tu te trouvais pogné, parce que j'ai regardé encore les premières saisons, puis moi j'ai l'impression qu'on retrouve le personnage que nous autres on a toujours connu. Mais en fait, c'est que je pense que ce que je voulais dire, c'est que je le jouais, mais j'étais plus pogné moi en le jouant que ce que j'aurais dû suggérer comme personnage. Parce que Carl, c'est un fonceur, tout. Oui, c'est un pogné dans le sens que c'est un chieux, tu sais. C'est un bum qui va fronter, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui est pogné dans le sens où il y a une super bonne estime de lui, Carl. Fait que, tu sais, il fonçait puis tout. Moi, je le vois dans ma démarche, tu sais, des fois quand je passais du bureau de Maria à mon bureau, j'avais, mettons, 8 pas à faire, là. Puis que là, j'avais une démarche comme si j'avais quelque chose dans le derrière, là. Là, j'étais, OK, c'est ça. C'est ça que je veux dire par pogné. Puis, écoute aussi ce qui je me demandais, tu sais, c'est une émission jeunesse, Radio Enfer. Puis des fois, on a tendance à l'oublier en regardant certaines émissions. Puis notamment avec le personnage de Carl, puis du père à Carl qui est interprété par Louis-Georges Girard. À un moment donné, je me souviens d'une réplique en particulier où Louis-Georges Girard dit j'avais d'affaires dans la chambre à Carl. Puis un personnage qui dit comment ça, t'étais dans la chambre à Carl, il dit j'allais me chercher de bière. C'est le genre d'affaires qu'on pourrait plus jamais entendre aujourd'hui dans l'émission jeunesse. Il y en a plein. Mais Radio Enfer pourrait-tu se faire aujourd'hui, je pense. Tu sais, le show est basé sur rire d'un gros puis rire d'un niaiseux. Tu sais, ça se passe, c'est ça pareil. Tu te dis, ça pourrait se faire aujourd'hui, je pense pas. Puis je fais du surf sur ce que tu dis. Ce qui a marché dans Radio Enfer, si on avait juste ri du gros puis du niaiseux, ça aurait pas passé. Ça passait parce que il y a des épisodes où Carl avait l'air d'un cave. Il y a des épisodes où Jocelyne se trompait. Il y a des épisodes où Maria était pas fine, avec plein de défauts. Mais aujourd'hui, tu sais, je le sais parce qu'après j'ai fait Ramdam, j'ai fait Subito Texto. Je vous parle de ça parce que c'est des émissions jeunesse. Subito Texto, là, on recevait 8 versions de texte parce que le ministère, il fallait qu'il passe dessus. Oui. Puis il y avait des Arabes dedans, puis on pouvait pas tout dire. Non, c'est ça. Puis moi, je faisais des jokes. Des fois, je sortais un peu du texte, puis je me le faisais dire. Non, tu joues le directeur de l'école, sors pas du texte, regarde pas la petite fille avec un regard suggestif. Tout, tu sais. Alors que dans Radio Enfer... il y avait du monde qui regardait tes affaires ou tu pouvais faire ce que tu voulais. Il y avait la direction de Canal Famille. Puis on dit, je sais pas il était où. Parce que... Mais je pense que la première année, ils ont fait... Puis il y a eu un changement. Tu sais, quand Germain Saint-Germain est arrivé... Troisième ou quatrième saison. En fait, pendant la quatrième ou après la quatrième, ça, je pense qu'il y a eu une volonté de VRAC TV de faire... OK... arrêter de cracher des bananes. Tu sais, quand Jean-Louis mangeait une banane, il en avait partout. Puis arrêter les jokes à connotation sexuelle parce qu'il y en a une couple. Tu sais, je pense qu'il y a eu un peu cette volonté-là. C'est là que Saya est parti. Puis que Gilbert Dumas est arrivé avec une autre gang d'auteurs. Puis mettons dans les premières saisons justement avec Louis Saya, c'était quoi l'ambiance? Une gang de jeunes comédiens qui travaillent sur un nouveau projet. Est-ce que justement vous aviez l'impression d'avoir carte blanche? Est-ce que c'était comme un genre de lab où vous pouviez un peu essayer tout ce que vous vouliez? T'sais, on a l'impression que vous aviez du fun honnêtement. Si Radio Enfer a marché, c'est à cause de ce que vous venez de dire. C'est parce que c'est Louis Saya qui a parti ce projet-là, puis qui a auditionné du monde. Puis qu'après la première répétition,
tout le monde a dit OK, ben on va prendre une bière. Tu sais, c'est pas dans tous les projets. Fait qu'on est allé prendre une bière avec Saya, avec Pierre Claveau qui jouait Monsieur Giroux. Puis on a fait aïe, c'est qui cette bibite-là? Tu sais, on est tout allé prendre une bière, puis on a brossé solide là, après la première émission. Fait que là, c'est sûr que je vous jure, là, c'est un rêve. Les 3 premières années de Radio Enfer, c'est les plus belles années de nos vies. Puis à l'époque, je pense qu'on trouvait ça normal, mais c'était pas normal, là. J'en parlais à Guy Jodoin qui faisait le studio avec Bruno Blanchette, puis d'autres émissions de Christian Bégin. Ça aussi, c'était n'importe quoi, là. Ça aussi, c'était... Ben oui. Puis ce gap-là, c'est ça qu'on se disait, Guy, c'est qu'on a connu des années où ça passait parce que c'était dans l'air du temps. Aujourd'hui, ça serait plus possible. Ben non, puis tu l'as mentionné, le studio, là, il y a des extraits qui sont encore disponibles sur YouTube, puis il y a tellement d'extraits suggestifs où eux autres, ils se moquent d'affaires dont on pourrait plus rire aujourd'hui, puis c'est le deuxième degré est à peine voilé. C'était des émissions jeunesse. C'est ça qui est capoté. Mais c'est pour ça que le studio, Guy puis Bruno, ils se font dire la même affaire. Les parents, ils écoutaient ça avec les enfants. Parce que maintenant, tes enfants, ils écoutent la TV, je le sais, j'en ai, là. Puis là, tu fais, puis à un moment donné, tu sais, comme moi, Vrac la vie, là, j'ai fini par l'écouter parce que mes enfants l'écoutaient, puis je trouvais ça super drôle. C'était bon. Vrac la vie, ça a été un petit gap aussi. On dirait qu'ils n'ont pas lu les textes, là. Ça, c'est Pierre Hébert, Philippe Laprise. Puis Marie-Soleil Dion, puis tu regardes ça avec un œil peut-être critique ou un œil de comparaison après avoir fait une émission jeunesse pendant aussi longtemps qui est un peu, tu sais, dans une école secondaire, les mêmes thèmes peut-être. Ben oui, c'est sûr, mais j'ai pas critiqué longtemps parce que pour moi, c'est le petit frère de Radio Enfer, cette série-là. Ça ressemble énormément. Ça ressemble. C'est d'une école, c'est irrévérencieux, c'est le gros, il est gros, tu sais. C'est vrai, pareil. Est-ce que pendant ou après Radio Enfer, il y a des radios commerciales qui t'ont approché, qui ont voulu que tu fasses de la radio ou ont te proposé peut-être un projet, quelque chose? Non, puis je suis super triste de ça parce que moi, en fait, c'est pas vrai, non. J'aurais eu mais je pouvais pas y faire parce que j'étais au théâtre d'été, mettons, à Trois-Rivières. Puis là, je voulais pas faire la route, tu sais. Mais finalement, j'aurais dû y faire parce que ça m'aurait... Intéressé? Ben oui, moi, j'ai fait mon cours de radio à... C'est ISM. À l'Université de Montréal. Oui, c'est ça. J'ai fait le stage de radio. Ah, ouais? Oui. Puis... je pense que c'était même après les années Radio Enfer. OK. Fait que c'est Radio Enfer, tu n'avais pas d'expérience radio quand tu as commencé ça? Ben, j'avais fait de la radio étudiante à mon école, un peu, là, tu sais. Mais non, j'avais pas de... Mais, tu sais, j'avais dans la tête la radio étudiante de mon école. Mais il y en a beaucoup qui disent que j'ai un timbre assez radiophonique. Ah oui, clairement. Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de contrats en publicité radio, juste avec ma voix, mais pas de show de radio comme tel. Puis ça, j'aurais vraiment aimé ça. Parce que je me rappelle que la radio étudiante, moi Radio Enfer, c'est arrivé dans ma vie en rediffusion, peut-être c'est fin primaire, là, j'ai l'impression, puis je me disais, ça doit être ça la radio étudiante. Mettons que j'ai été déçu quand je suis arrivé dans ma radio étudiante d'école secondaire. Mais tu sais, je trouvais tellement que vous aviez une belle... J'avais l'impression de, tu sais, même si c'était, vous étiez jeune, c'est des acteurs qui, tu sais, c'était souvent, il y en a une couple, c'est leur première grosse expérience, mettons, de série comme ça. C'était, je veux dire, ça aurait pu être vrai, là. Moi, j'ai l'impression que t'aurais, c'est comme pour ça que la question a fait, elle est super bonne. Je trouve que vous étiez bon, même dans l'idée que vous étiez dans une radio étudiante. Ça m'avait marqué, tu sais, cette idée-là. Puis les décors étaient fascinants aussi. Moi, je regardais ce qui se passait dans ce local-là, puis on dirait qu'on, tu sais, ce qu'on voyait pas, mais ce qu'on avait une impression, c'est-à-dire quand vous quittiez pour aller dans le couloir ou quand Gélina, il rentrait pour faire le tour puis on sortait par sa petite fenêtre. Moi, j'imaginais tout cet endroit-là, tu sais, c'était quelque chose qui était très réussi, puis c'était en carton, ces affaires-là. Ça, c'est drôle que vous disiez ça. Tu sais, à l'époque, après la première année de diffusion, 2, 3, 4, là, on recevait énormément de courriers. Puis dans le courrier que je recevais, c'était souvent « Est où votre école? J'aimerais ça aller vous voir. » Là, t'es là, aïe, ils sont sûrs qu'il y a une école. Pourtant, les Kodak, ça tourne, on voit le public à la fin. C'est malade. C'est tellement ancré dans l'imaginaire. Mais moi, c'était ça. Là. J'avais l'impression qu'il y avait une école secondaire, puis qu'il y a du monde qui était invité dans une classe à écouter. C'est dans quelle ville? C'est dans quelle ville? Êtes-vous sur la Rive-Sud? Non, on est en studio. On est en dessous d'ADS, en fait. Ah ouais, OK. C'était les studios d'ADS. Ah ouais. Joël Marin était-tu à RDS en ce temps-là? Il avait commencé là. Ah ouais. Puis là, il est allé faire sa formation comme comédien.
puis il est revenu exactement à la même place, mais devant les Kodak. OK. Ouais. C'est ça. Ben, parlons-en de Joël Morin parce que c'est lui qui interprétait Vincent Gélinas, pour ceux qui ne le savent pas. Puis tantôt, tu nous disais que c'était un des meilleurs comédiens avec qui tu avais travaillé. Ah oui, définitivement. Tous ceux qui connaissent Joël, qui ont travaillé avec lui au théâtre, c'est un comédien impressionnant. Puis ça se voyait dans le personnage de Vincent Gélinas, qui était haut en couleur, qui avait tout le temps des grandes tirades. Puis wow, j'ai dit wow! Ouais, ça venait de Joël, là, justement, c'est ça. C'était... Parce qu'à la base, là, Vincent Gélinas était supposé être là un épisode. OK. 2. Ah ouais? Ouais. Je pense que le deuxième épisode à la diffusion de Radio Enfer, c'est celui qu'on a tourné en premier. Donc, l'épisode 2, il a servi de pilote. OK. Fait qu'on a tourné le 1 après le 2. Mais le 2, c'est les auditions, genre... des lecteurs de nouvelles, là. Lecteurs de nouvelles. Ouais. Fait qu'il y avait Vincent, il y avait Jean-Loup, il y avait Guy Allary qui faisait les chroniques nécrologiques. Ouais, chroniques nécrologiques. Je me rappelle pas. Fait que... c'était bon, ça. Pourquoi je disais ça? Parce que, justement, les auteurs ont vu ce gars-là faire Vincent Gélinas, puis ils ont fait « OK, on va le développer. » Il n'est pas supposé être drôle, ce gars-là. Là. Ce personnage-là, dans une construction dramatique, quand on fait la Bible, c'est l'antagoniste. Laïsable. Ouais, t'as le protagoniste qui était Carl, puis l'antagoniste, c'était Vincent. Ouais. Pas supposé être comique, on est supposé de l'haïr. Ouais. Puis ce gars-là, il était tellement drôle dans un personnage drabe que ça a duré 6 ans. T'sais. Mais je pense que c'est arrivé avec plusieurs personnages, si je me trompe pas, parce qu'il y en a qu'au début, on commence comme voir... on les voit apparaître de manière épisodique ou plus ou moins récurrente, puis à un moment donné, ça devient des personnages qui sont très intégrés dans la série avec leur propre histoire, leur propre personnalité. Donc c'est quelque chose qui s'est créé souvent, je pense, au fil de la série. Ouais, puis tu sais, quand vous disiez avez-vous été chanceux de tomber sur une gang de même, ben c'est exactement ça. Je pense que c'est beaucoup Louis Saya qui est responsable de ça. Louis, il a le pif de faire OK, Robin Aubert, Michel Charette, François Chénier, ça va marcher ensemble. OK. Il y a ce pif-là, Louis. Il a créé le casting de La Petite Vie, ça a marché. C'est Louis qui est en arrière de ça. C'est les Boys aussi. Les Boys aussi, exactement. Ouais. Bon exemple. C'est un pro du casting. Ouais. Fait que je pense qu'il y avait... il y a eu ce pif-là. Les Boys, ouais. Tu devais te sentir tout seul à pas jouer là-dedans au départ. Ouais. Ben, j'ai eu un appel. Ah ouais, t'es ça? J'ai eu un appel. Louis, il m'appelle chez nous à un moment donné, puis il dit « Hey... il dit tu joues-tu au hockey, toi? » Je dis pas vraiment, mais il dit tu patines? Je dis ouais, pas pire. Je dis je patine pas si bien que ça. Il dit OK, je te rappelle. Puis là, il a appelé Patrick Labbé. C'était pour le rôle de Patrick Labbé. Pour Mario? Ouais. OK. Pour Mario. Si j'avais dit oui, je joue au hockey, je suis un sacrifice de pro, je sais pas qui l'aurait eu, là, tu sais. Mais tu dis-tu des fois que ça t'aurais peut-être dû dire oui, genre? Ben, ça que j'aurais dû dire oui. C'est bon, qui? Je pense que c'est Luc Guérin ou Pierre Lebeau qui a dit oui, je patine. Puis, tabarouette. Ouais. Ben, Marcel Péméo, dans le 1, il joue pas. il joue pas souvent. Non, mais Luc, il patine. Je me souviens plus c'est lequel qui avait dit oui, je patine. Puis c'était peut-être Barrette. Puis c'est pour ça qu'il était poche. Ouais, je pense que c'était ça l'histoire. Ouais, on le voit pas, il joue pas bien dans le premier film. Mais bon, on partira ces boys un autre épisode peut-être. Je voulais revenir au tournage parce que à la fin, dans les génériques de Radio Enfer, évidemment, on voyait le public, mais il y avait tout le temps des bloopers un peu, des scènes reprises. Est-ce que bon, premièrement, je veux dire, est-ce que des fois le public a eu à être là pas mal longtemps parce que vous étiez pas capable de passer à travers certaines scènes, puis avec qui t'avais de la misère à faire une scène tellement qu'il y avait de décrochage, par exemple? Moi, je décrochais pas trop. OK. C'était pas moi le pire. Non? C'était qui le pire? Ben, c'est Robin, mais il a été là 1 an et demi. C'est ça. Ouais, il était là 2 ans, Léo. Je l'adorais, Léo. Ben oui. Ah, Léo, c'est un personnage fantastique. Parce que Robin, c'est un créateur extraordinaire. Fait que donne un texte, il va faire de quoi avec. Ça vient tout de cette voix-là. Là. D'ailleurs, Léo, dans l'épisode 2 dont je parlais, il dit « salut, Carl, il parle de même. » Puis l'épisode 1, il parle de même. Ça a aucun sens. Ah ouais, c'est pourri. Mais nous, on sait pas que le 2 est tourné avant le 1. Fait que ça fait... Non, c'est ça. Il y a fait qu'on regarde le 1, ça marche. Ah ouais, c'est bien drôle, ça. Oui, Jean-Loup, dans le 2, il est hyper gay, là. C'est vrai. Puis il dit lui-même, il est super efféminé, tu sais. Puis après, c'est correct, il a la même voix de cave, mais... Ah non, c'est drôle, un sacrifice, là. Il y en a qui se spécialisent dans regarder ces détails-là. Ben oui, clairement. Fait que Robin Aubert, c'était celui qui décrochait le plus? Ouais, qui me faisait le plus décrocher. Lui puis Michel, ensemble, c'était l'enfer. Michel, il me fait vraiment rire aussi, là. Fait que des fois, tu sais, tu vois, là, je te regarde les totons parce que je veux pas te voir la face, là. Fait que des
fois, je faisais ça avec Michel. OK. Ouais, je vais pas y voir la face. Je jouais ici, là. Puis à un moment donné, lui, ça devient sûrement un plaisir pour lui d'essayer de te faire décrocher. Ben oui. Puis là, comme il y a un public dans la salle, est-ce qu'il faut qu'à un moment donné, Saya se fâche un peu et que vous dites, là, placez-vous, là, ce monde-là, ils n'ont pas 2 jours à passer. C'est déjà arrivé, c'était pas Saya, c'était vraiment le réalisateur en régie, là. C'est lui qui était sur le switchboard, là, ses caméras. Il était écœuré d'être là. Ben, lui, idéalement, là, parce que Radio Enfer, on tournait 2 émissions, une le matin, une l'après-midi. Fait que lui, idéalement, là, c'était comme live to tape, là. C'est-à-dire que s'il pouvait éviter de faire trop de montage parce qu'il était paresseux, là, s'il pouvait. Fait que là, si le show roulait, c'était correct. Mais si plus on se trompait, plus il était là, calice, il va falloir que je pige dans les 2 shows, puis ça il tentait pas, là. Puis le public était comment, genre, avec vous autres? Il était-tu... Est-ce que ça a commencé tout de suite, les gens étaient excités, contents, ou ben c'était... Le public virait-tu aussi fou, tu sais? Les 2-3 premiers shows, c'était difficile. C'était très difficile. Puis c'est comme ça qu'est né l'espèce de rythme de Radio Enfer. Une ligne, un punch, un rire du public. Une ligne, un punch, un rire du public. On dirait qu'il était drillé à pancarte. Ben, savez-vous quoi? Oui, il était drillé à pancarte. Il était drillé à pancarte parce que les premiers épisodes, les gens riaient pas. Donc, ouais, salut Carl, t'as l'air fatigué. Vraiment, il était drillé à la pancarte. C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui pensent que c'est des rires en canne, des rires préenregistrés. Non, c'est le rire du public. Puis pendant 6 ans, on a eu les animateurs de foule qui levaient à la pancarte. Parce que c'était dur les premiers shows. Il y a quelqu'un qui a déjà crié du public « Hey, c'est drôle, hein, Chris? » Sarcastique? Ouais, genre pas asti qu'on rit pas, là. Ouais. Ça, c'était dans les premiers épisodes. Mais au bout de 3-4 épisodes diffusés, les gens ont embarqué. OK. Puis c'est quand que t'as senti que le Jello commençait à pogner, là, que ça s'en venait un peu... Peut-être qu'il était trop tôt pour sentir que ça allait devenir culte, mais au moins qu'il se passait quelque chose autour de cette émission-là. Alors, entre nous, là, 3-4e épisode tourné. Entre nous, c'est quand même fou. Entre nous, on savait que OK, ça marche. T'as le feeling, là. Ben oui. Mais ça marche pour nous. Nous, on a, quand t'as hâte de recevoir tes textes, c'est bon signe. Fait qu'on avait hâte de recevoir nos textes parce qu'on a vu la liberté qu'on pouvait avoir. Dès les premiers épisodes, tu sais, un show de TV, habituellement, une demi-heure TV, c'est 22 minutes parce qu'il y a de la pub, là. Radio Enfer, c'était des 26 parce qu'il n'y avait pas de pub à Canal Famille. Fait que fallait que dans nos timings, on soit à 26 minutes à peu près, après montage. Des fois, on répétait, puis là, on faisait le show, puis on était à 24. Le matin même. Fait que là, Louis Saya, il disait bon, les gars, on a besoin de 2 minutes. Fait que là, Charette prenait un balai, puis. C'est ça. Ou Léo, il parlait à Yakashi. C'est ça. Hockey. Fait que souvent, on avait besoin de temps. Puis souvent, on avait besoin d'en enlever aussi, mais quand on avait besoin de temps, ça a donné des bons moments. On improvisait à patente. Justement, là-dedans, il y a tellement de fois où Léo, Jean-Loup se plantent. Tu sais, humour physique. C'était physique, Radio Enfer. Moi, y a-tu eu des blessures ou des moments complètement absurdes que tu t'es dit, là, ça va peut-être trop loin. On est un petit peu trop... Oui. Ah ouais? Oui, je pense à ça. À un moment donné, il rentre dans le local sans faire dans des bicycles, là. Moi, ça me fait rire, là. Mais tu sais, il y avait une session de réparation de vélo, mais il plante pour vrai, là. Il plante solide, il s'est fait mal. Lui puis Robin Aubert, si vous regardez comme faux, des fois, ils se donnent des claques ou des coups de karaté ou des claques en arrière de la tête. Les claques, ils rentrent en sacrifice, là. À un moment donné, Jean-Loup, il me rentre les doigts dans les yeux. Je me souviens pas quel épisode. Puis tu sais, il était tough à déplacer, puis je te l'ai poussé, là. Après chaud, il a dit, t'as pas aimé ça, hein? Je dis, sacrifice, rentre-moi pas les doigts dans les yeux de même. Fait que ça... il y a eu... C'était très physique. C'était un show physique. Puis c'est vrai, tu sais, Michel Charette, aujourd'hui, il est rendu tout petit. Il a perdu beaucoup de poids. Mais à l'époque, tu sais, malgré sa rondeur, malgré qu'il était gros, tu sais, il fallait être en forme quand même. Jean-Loup, il t'en fait des affaires, là. Non, mais il est super... il a toujours été en forme. Là, c'est là qu'on le voit. Il a perdu beaucoup de poids, mais il a toujours eu cette bonne forme physique-là, Michel. C'est un gars super en forme de 300 livres. C'est ça. Puis je sais pas si tu vas pouvoir corroborer c'est une hypothèse que j'ai, mais tu sais, Radio Enfer, les débuts, ça coïncide un peu avec l'époque où Chris Farley aux États-Unis avait beaucoup de succès avec SNL, un gros qui faisait de l'humour physique. Il y a l'accent sur Jean-Loup, sur l'aspect comique de Jean-Loup est beaucoup mis là-dessus. C'est très axé là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien quand même avec ça? Est-ce que c'était... Sûrement. Faudrait parler aux auteurs de l'époque, mais tu sais, c'était dans l'air du temps.
Puis, ouais, Michel, pour moi, Michel, c'est le Chris Farley québécois. Ouais, clairement. Ouais, dans ce temps-là. Ouais, mais encore aujourd'hui, même s'il n'a pas le poids, parce que Chris Farley, c'est un gars, il s'en calissait. Ouais. Il faisait ce qu'il voulait faire. Michel Charette, là, je l'ai déjà vu faire des affaires sur le show d'Annie Brocoli, là. Il s'en sac. Michel, il s'en sac. Je vais vous contrer ce qu'il a fait si vous voulez, mais c'est un gars qui a, là, depuis District 31, puis depuis qu'il y a des enfants, puis tout, il s'est beaucoup calmé. Mais pas parce qu'il vieillit, mais parce qu'il est rendu ailleurs. Là. Ouais. Mais ah non, ce gars-là, des fois, tu sais, à TVA, on l'invite-tu au banquier? Ouais, mais c'est Charette, là, on sait pas, il peut se baisser les culottes, là. Tu sais, ouais, les gens en parlaient en meeting avant. Bon, on invite-tu Charette? C'est un malade. Donc, il y avait toute cette liberté-là. Oui, mais oui, Chris Farley, c'est un bon repère. Ouais, mais c'est ça, parce que c'est quand même un lien. Je me suis dit, l'humour physique était tellement populaire dans ce temps-là, puis Chris Farley était un peu le porte-étendard de ça, si on veut, là, du côté des États-Unis. Mais Léo amenait beaucoup de physique aussi dans Raison à faire à deux. Ses réactions. Je me souviens d'une scène de justement sur des chaises à roulettes comme ça, là, où il se promène là-dedans, il fait comme un genre de dialogue de théâtre où il y a une épée dans les mains. Ouais, quand il avait peur, il sautait partout, il allait tout le temps se cacher sur le divan, je sais pas où. Ouais. Puis ça, vas-y, excuse. Non, ben tout ça, souvent, c'est pas des affaires prévues, puis c'est en répétition qui sacrait derrière le divan. Des fois, il se pognait après la porte, il faisait des... Ça, c'est du temps qu'on avait à faire aussi, là. Ouais. Il manque une minute, puis, là, fait que, faut que je la pose. Tu sais, Robin Aubert était là une saison, 2 saisons ou à peu près. Pour moi, il y a comme Radio Enfer 1 à 3, 1 à 4, puis 4, 5, 6 ou 5, 6, si tu veux, là, comme puis tu l'as dit, les auteurs ont changé aussi. Mais c'est quoi ça, comment ça a été, peut-être comment ça vous a affecté ce départ-là, puis comment ça s'est matérialisé le fait que Romain Aubert était peut-être rendu ailleurs, je sais pas. Moi, sincèrement, je pensais que le show, on va faire un an, puis ça va finir. Ah ouais? Parce que Léo était vraiment le personnage le plus populaire et de loin. À l'époque, c'était ça ton feeling? Les 2 premières, c'était ça la vérité. Ah ouais? Oh, oui. Léo, Jean-Loup parlait beaucoup aussi, là. Mais Léo... ça, il était hâte. Oui, parce que ça donnait une existence puis comme une valeur à tous les espèces de nerds directeur technique. Ouais, toute cette gang-là, tu sais, qui faisait de la radio, puis que toute cette gang-là, là, moi, à mon école, en tout cas, j'avais une polyvalente de 3000, là, c'était pas les plus kings. Les kings, c'était les gars du football, c'est ça, ou le king de l'impro, mais tu sais, la gang de la radio, c'était des geeks, tu sais. Mais Léo, c'est un geek top niveau, là. Il était écœurant. Il y a eu un phénomène d'identification énorme au personnage de Léo, parce que il était pas cave, tu sais, il était cool malgré son état. Puis ce qui est tellement drôle dans l'interprétation de Robin Aubert, c'est que maintenant, tu sais, qu'on connaît plus Robin Aubert aujourd'hui, si on l'a déjà vu dans des entrevues, on se rend compte qu'il est aux antipodes de ce que Léo est, là. C'est-à-dire Robin Aubert, il a l'air d'un gars plus tough, il a une bonne voix rauque, ce qui est... c'est un bûcheron. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, ouais. Fait que genre le voir dans ce rôle-là, c'est vraiment particulier. Est-ce que c'était quelque chose de naturel chez lui, mettons, à l'époque, quand vous tourniez ça, où il disait, bon, OK, faut que j'embarque dans ce personnage-là. Il était-tu... Ça se peut-tu avoir une écœur en titre d'un personnage qu'on interprète, tu penses? Oui, ça se peut. Mais Robin, c'est clair qu'il n'a pas eu le temps de s'écœurer. Okay. C'est... Imaginez 3 autres années de Léo, là. Jusqu'où ça aurait pu aller, là. Puis autant pour nourrir les auteurs, parce que quand les auteurs dans ce temps-là, ils nous le disaient, on a commencé à écrire, puis quand on a vu la première année, il y a un step à la deuxième année aussi, là. Vraiment. OK, on peut aller là, parce qu'eux autres, ils ont fait tabarouette, j'ai Robin Aubert qui me fait ça, Jean-Loup, il peut faire ça, on peut lui dire t'es gros, puis il joue, puis il l'accepte. La deuxième saison est honnêtement, à mon avis, la meilleure saison. C'est une super saison. Fait que c'est pas parce qu'il était tanné qu'il est parti, c'est peut-être d'autres projets qui l'ont amené ailleurs. Mais c'est la course Destination Monde. Ah, OK, ouais. Robin, son but, c'était être réalisateur. OK. Puis il aurait continué Radio Enfer, c'est sûr. Au moins 1 an ou 2. C'est sûr qu'il serait parti en même temps que ça y a, comme Charette a fait. Ouais. Mais non, il est parti faire la course Destination Monde. C'est pour ça qu'il a fait la deuxième année, je pense, une dizaine d'épisodes sur 26, puis il est parti faire la course Destination C'était quoi Monde. t'as-tu failli... Est-ce que t'as failli partir quand ça y est parti? Non. J'ai failli...
Non, je peux pas dire ça. J'ai failli Comment ça, partir. tu peux pas dire ça? Non, j'ai pas. Ben oui, je peux le dire. J'ai quasiment failli partir milieu de la 4e année quand j'ai vu qu'il était en train de changer le produit, tu sais. Puis c'est-à-dire pour le rendre plus. il y a eu une chicane avec les auteurs Ok. à un moment donné entre le producteur puis les auteurs au niveau du contenu. Louis a pris le bord des auteurs puis s'est pogné un peu lui aussi avec le producteur. Fait que le producteur il en a profité pour faire un peu table rase puis entrer de nouveaux auteurs, puis c'était loin d'être poche là. Hey, c'était Jean-François Mercier, Bruno Blanchette, Pascal Lévesque? Non. En tout cas, je me souviens plus de leur nom de famille, je suis désolé. Mais tu sais, on a eu des super auteurs là, sauf que c'est ça, c'était pas du tout le même esprit. Puis là, le metteur en scène de l'époque qui regarde Charette puis il dit bon là tu vas arrêter de faire le gros épais. Charette il dit excuse, qu'est-ce que t'as dit? Il dit tu vas arrêter de faire le gros épais, genre joue le moins gros, arrête de. Ben un épisode plus tard, Charette t'es plus là. OK. Ah ouais? Ouais, fait que ça, il a fait ce metteur en scène là a fait cette erreur-là, à mon avis. Il aurait dû s'asseoir puis faire puis tu sais c'est un gars que j'adore là, il y a pas de problème, c'est juste que d'après moi il a fait une erreur, puis c'était celle-là. Il aurait dû s'asseoir, regarder le produit puis faire OK, on peut le changer de telle façon, mais tu peux pas t'aliéner la force du show. Qui était Jean-Loup à ce moment-là. À ce moment-là, c'est ça. Ben oui, Léo était parti, puis le show il était fort dans toutes les sphères, mais tu sais, Jean-Loup c'était fort là, c'est une belle locomotive. Tu vois, moi, pour moi, la saison qui fait que, tu sais, je les écoutais aussi, mais c'est 1-4. Pour moi, Radio Enfer, là, c'est comme il y en a que c'est mon parrain 3, c'est la saison 5-6 là, tu vois. Ah ouais, j'aime la comparaison, j'aime vraiment la comparaison. Mais je l'aime quand même, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Puis toi, avec le recul, quand tu regardes ça, le Radio Enfer, c'est quoi l'impression que t'en tires, mettons, avec l'œil d'adulte maintenant, puis évidemment, ayant fait partie du projet? Ben, c'est à cause que je le regarde une fois de temps en temps que je suis en mesure de dire que j'étais pogné ou que j'étais... Fait que... c'est pas super bon de faire ça parce qu'on devient beaucoup trop analytique. On est collé sur le produit. Mais tu sais, mes enfants l'ont regardé un bout, puis tu sais, quand on va au chalet, il n'y a pas de réseau, là. Fait que là, c'est des DVD. Puis les seuls DVD qu'on a, c'est Radio Enfer. Fait que on a regardé au chalet, puis tout. C'est encore super bon. C'est encore... À part le look, là, ça vieillit pas mal du tout. Ça vieillit super bien. Tu sais, le look, il revient un peu, je trouve. Ouais, c'est ça. Ma fille, elle a vous êtes hot, tu sais, je veux ton linge. Ma fille a 17 ans, là, tu sais. Tu sais, moi, mon père, et puis je disais on a fait le tantôt, mon père était un gros fan de la série. Moi, c'est rare que mon père a écouté aucune émission avec moi dans la vie. Aucune. Radio Enfer, je te jure, je te mets mon père devant Radio Enfer, il est crampé. Ouais, mon père aussi, c'était crampé. Le gros Dirou, c'était son personnage. Moi, ça m'a toujours fasciné, ce gars-là. Pierre Claveau, on l'a pas tant vu ailleurs. Il y a pas de temps. C'est vrai. Tu sais, tu parlais, c'était une bébête. Je veux savoir. Je peux vous parler de Pierre Claveau si vous voulez. Ben, on n'a jamais vraiment entendu parler de lui. On n'a jamais vu vraiment d'entrevues. Il n'y a pas beaucoup d'archives de Pierre Claveau qui existent. Vraiment pas. Fait que ça serait vraiment cool. Si il est décédé il y a au moins une dizaine d'années. Ça a été un choc pour nous. Parce que Pierre, il a fait sa formation à l'École nationale de théâtre. Puis à chaque fin de programme, il y a toujours quelqu'un qui promet, tu sais. C'est toujours, tu sais, comme quand Roy Dupuis est sorti, tout le monde disait, lui, il va être big en sacré. Effectivement. Ben, Pierre, c'était ce gars-là, à son époque. C'est malade. Mais ça n'a pas duré. Fait que c'est quelqu'un qui est devenu, comment je dirais... Aigri? Non, il n'était pas aigri du tout, mais il était nerveux. OK. Il était nerveux, il y avait la pression de cette espèce de titre-là qu'il y a eu indûment, mettons. Puis, fait que c'est quelqu'un qui était nerveux. Lui, il voulait pas être une vedette. Il voulait jouer, mais il voulait pas être une vedette. Puis c'est un grand chum à Louis Saya. C'est Louis aussi, encore là, qui a fait. Lui, je suis sûr que ça marcherait pour le directeur parce que puis cette espèce de nervosité-là qu'il y avait, Pierre, ça paraissait quand il jouait, ça marchait pour Dirou, là. Donc c'est ça. Ouais, Pierre, c'est devenu à notre première répétition, moi, Joël, Robin, on regarde puis on fait sacrément, il finira pas à celle. Puis il me semble qu'il, tu sais, je pense qu'il avait pris une bière ou deux avant pour se slacker un peu, tu sais. Ouais. Fait parce que il était nerveux puis tout. Mais c'est tellement devenu un chum rapidement
que cette nervosité-là est restée, mais il a pu passer à travers les saisons parce qu'on était un team. Pierre pouvait se tromper, on s'en sacrait. Là, de toute façon, après chaque enregistrement, on était chez Pierre jusqu'à 6h du matin. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais? Je vous conterai ça aussi. Ben là, je vous conterai ça. C'est pas 2 semaines, hein, le podcast. Non, mais écoute, vas-y. C'est ça que j'allais dire. Ben, écoute, mais il y avait une différence d'âge en plus entre vous autres et Pierre. Là. Ouais, une quinzaine d'années. C'est ça, il y avait. Mais c'était votre chum, réellement. Là. Ah, c'était un grand chum. Ah ouais, c'est malade ça. Pierre, il y avait un bloc dans Villeray. Fait que Pierre avait le premier étage, il y avait un deuxième, puis 2 petits 3,5 au troisième. Fait que t'avais Christine Bélier, qui est... Je sais pas si elle en avait fait un... En tout cas, c'est une comédienne. Puis t'avais Joël, Michel, puis Robin, qui habitaient là. T'es sérieux? Okay. Dans ces logements-là. Puis après ça, Joël et Michel sont déménagés sur la rue Valois dans Hochelaga. Puis... Ensemble? Non, okay. Ils prenaient toujours on trouvait des triplex, puis il okay. y avait Joël, Julie Surprenant, qui était une fille qui avait joué dans Radio Enfer, qui vendait du linge. Maintenant, elle a fait une boutique de linge dans le local. Bon, ça, c'était elle. Okay. La boutique éphémère. Oui, c'est ça. C'est fort. Ouais. C'est très fort. Un vrai pro. Fait que c'est ça. Il y avait Julie, il y avait Joël, il y avait Michel, il y avait Robin. Toujours dans les mêmes blocs. Fait que toute la première année, on finissait ça chez Pierre, puis la deuxième année, chez Michel, puis Joël. Ouais. OK. Fait que vous étiez vraiment devenu très soudés, le casting. Si oui. Très sous. Oui, aussi. C'est ça. Oui, aussi. Honnêtement, ça y allait. Ben oui, on avait 23 à 29 ans. Là. Ouais. On a fait le party solide, là. J'ai l'impression qu'on est comme, tu sais, quand j'écoute des émissions américaines où ils parlent au casting de Friends, c'est comme, est-ce que vous êtes encore amis? Est-ce que vous vous côtoyez encore? C'est-tu le cas, vous autres? Mais je sais qu'avec Michel Charette, c'est évident, vous avez beaucoup travaillé ensemble. Robin Aubert également, Guillaume Lemaitre-Vierge aussi. Ouais. Est-ce que ceux qu'on voit moins, vous êtes demeurés encore en contact ou proches? Ceux qu'on voit moins, c'est Rachel et Anne-Claude. Ouais. Mais ils sont quand même, ils travaillent quand même dans le milieu, fait qu'on se voit une fois de temps en temps. Là. Okay. Mais parce que Anne-Claude qui faisait Camille... T'es en agence aujourd'hui? Ah oui, chez Cossette. C'est une très, très grosse boîte, puis elle a un très, très gros poste. Ouais, vraiment. Elle est mieux là. En tout cas, elle fait bien de rester là. Rachel a fait du casting aussi, mais Rachel, elle joue plus. Pas sûr que ça y tente encore. OK. Ouais. Elle avait joué également dans un épisode de ce qui était un genre de pastiche de Radio Enfer anglo, là. Je sais pas si c'était canadien. Radioactive. Ben, je sais pas, mais c'était comme Student Bodies. Non, c'était Student Bodies. Ouais. Oui, t'as raison. Ouais. Student Bodies. Eux autres, sauf que c'était un genre de journal caricatural, là. Ouais, c'était le penchant ontarien. C'était la même affaire, là. Si je me trompe pas, c'était Canada-anglais. C'était Canada-anglais. Ouais. Parce qu'il avait fait aussi Radioactive, la même chaîne. Ah ouais, tu vois? Ça, c'était la copie conforme de Radio Enfer. C'était-tu dans les mêmes décors? Il avait reproduit. OK. Non, parce que je pense qu'il tournait dans les studios de YTV à Toronto. OK. Ah non, ils ont tourné à Montréal. Parce que me semble avoir vu des extraits de ça, puis j'étais là, OK, c'est pareil dans le fond, là, quasiment. Ouais. C'était... Puis ça n'a pas marché tant que ça. Ouais. Non. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, ça n'a pas marché tant que ça. Radio Enfer, ça a marché très fort. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose dont tu te fais parler quotidiennement, c'est exagéré? Ah non, c'est pas exagéré. OK. Ah ouais. C'est pareil. Il y a des jours qu'on m'en parle pas, là, mais c'est l'affaire dont je me fais parler le plus, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je donne toujours cet exemple-là. Le début de la diffusion de Fortier, Radio Enfer joue encore. Là. Ouais. Mais, tu sais, j'ai fait 5 ans de Fortier. Ça avait 2 millions de codes d'écoute, cette affaire-là. Ouais. Il n'y a pas un petit chat qui me parle de ça. Là. Jamais. Là. Ah ouais. C'est fascinant, là. Chaque semaine dans TV du Monde, le jeudi, il y a 2 millions de personnes, mais on me parle de Radio Enfer parce que c'est des liens affectifs plus que... La nostalgie, c'est payant. Ben, c'est ça. Ouais. Tu grandis, c'est une émission, une émission jeunesse avec laquelle tu as grandi, c'est sûr que ça a marqué les esprits. Ben écoute, la preuve pour nous, c'est le cas. Puis Fortier, moi je m'en souviens, je l'écoutais aussi, puis ça aussi, c'est devenu... je dirais pas culte, mais c'était une série très marquante aussi. Ouais. À l'époque, une très bonne série policière. C'était bon, c'est surtout ça, Fortier, ben c'était bon. Là. Fortier, encore aujourd'hui, t'écoutes ça, puis ça n'a rien à envier à certaines séries qui se font aux États-Unis avec énormément de budget. Là. C'était une très, très bonne série policière. Mais pour les plus vieux, là, je vais donner l'exemple, tu sais...
Omerta aussi, c'est une super série. Ouais. On est le plus grand fan d'Omerta au Québec. Ouais, c'est moi ça. Ouais, ben, pour les encore plus vieux, l'exemple que je vais donner, c'est que des fois, tu peux voir quelqu'un dans la rue, tu fais ouais, c'est le gars d'Omerta. Mais pour les plus vieux, si tu croises Bobino dans la rue, là, tu parlais de l'affectif. Ouais. C'est ça, là. Ouais. Bobino, moi, je l'ai vu quand j'étais jeune, j'ai capoté. Là. Vous êtes vraiment trop jeune, là, mais c'était quand je te confirme Bobino, jeunesse je peux pas relate. Non, ben, c'est ça. Mais c'était pour moi, c'était l'émission jeunesse. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est un lien affectif. C'est la nostalgie, comme tu disais. Ouais. Il y avait Radio Enfer, puis il y avait Dans une galaxie près de chez vous. Là. Pour moi, c'est mes deux. Tu sais, il n'y a jamais rien qui va battre ça, là, dans les émissions jeunesse, dans ma tête à moi. Là, puis peu importe, on parlait tantôt de Vrac la vie. Moi, il y en a d'autres pour qui ça va être ça. Il y en a d'autres pour qui peut-être ça va être ça, mais pour moi, Dans une galaxie puis Radio Enfer, c'est sûr. C'est la crème de ce qui s'est fait. Ouais. Puis je pense que, puis pour avoir écouté bien les entrevues sur Dans une galaxie, ça avait l'air d'être un trip aussi, là, la gang là-bas qui trippait ensemble. Tu sais. Ben oui, c'est ça, quand c'est le créateur qui ramasse la gang, c'est pas mal Claude c'est tous des chums. Ouais. Ces gens-là, ils étaient chums même avant, tu sais. Fait que c'est sûr que ça donne un bon résultat, là. Tantôt, on parlait de tournage. Est-ce qu'il y avait beaucoup de place à l'improvisation aussi là-dessus? Oui, mais en répétition. C'est-à-dire que ce qu'on installait en répétition, puis que t'entendais ça, c'était Saya. Ça voulait dire ça, c'était le signal. OK, celle-là, on la garde. Ouais, c'est ça. Puis ça n'entendait rien. OK, on va en couper. Fait que... mais oui, on proposait énormément de choses. Justement, tout ce qui est physique, c'était rare que c'était écrit en didascalie, en indication de texte. Là. C'était rare que c'était écrit. C'était en répétition qu'on plaçait des affaires de même. Le flash là, pour le personnage qui était interprété par Micheline Bernard, qui est une très grande actrice québécoise. Elle faisait Jocelyne. De la région de Québec, oui. Oui, elle vient de la région de Québec? Oui. OK. Puis, comment? That's it. Ben oui, ça gros props aux gens de Québec. Ben voilà. Mais Jocelyne, c'est devenu tellement culte, les expressions qu'elle utilisait. Écoute, on pourrait essayer d'en faire une part l'imitation, mais on va le laisser aux gens qui ont le souvenir, on va le laisser intact. Ça, c'est né comment, ces dialogues-là? Est-ce que c'était dans les textes ou c'est une idée de Micheline Bernard? Okay. C'est vraiment dans les textes. Des fois, Micheline, elle les twistait un petit peu, elle se faisait une petite mise en bouche, là, mais non. Puis tout cet esprit-là de Jocelyne souriante, mais tellement naïve, tellement un peu conne, là, tu sais. Un peu déconnecté, en fait, là. Complètement déconnecté sur une réalité. Je l'ai traité de niaiseuse. On pourrait tellement pas faire ça. Non. Elle vient me voir, je me souviens de la réplique. Le personnage de Jocelyne, elle me dit « Ben oui, tu vas aller faire ta. » Je dis « Ben non, je niaisais. » C'était du niaisage. Elle dit « Comment ça, tu me niaisais? » Je dis « Niaisage, niaiser, niaiseuse. » Je la traite de niaiseuse. Sérieusement, là, tu peux pas dans Subito Texto, là. Non, je la regarde. Tu regardes un adulte d'en face, c'est pour ça que les jeunes aiment ça, là, tu sais. Ouais. Mais non, Micheline, elle amenait son input dans l'interprétation, mais encore là, ça, c'est un exemple de les auteurs, là, on veut aller, ils ont fait OK, go. Ouais. Puis, ce que je voulais savoir, c'est, à un moment donné, au fil des saisons, est-ce que vous avez senti que, tu sais, bon, tu me parlais tantôt que tu avais manqué Sacré ton camp au milieu de la 4e, après le départ de Michel Charette. Ouais. Est-ce que vous avez senti que la recette, que ça s'essoufflait un peu à un moment donné? Pour moi, quand ça s'est essoufflé en tant qu'auditeur, que téléspectateur, c'est un peu avec l'arrivée de Guillaume Lemaitre-Vierge, puis je suis pas de sa faute, là, Guillaume Lemaitre-Vierge est un acteur de talent, mais on sentait que le personnage c'était comme du réchauffé, un genre de Jean-Loup 2.0. Premièrement, on va être honnête, là, Guillaume est pas un acteur de talent. Non, mais c'est un acrobate, je voulais dire acrobate, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Non, je me permettrais pas si je l'adorais pas. Ceci dit, c'est vrai, c'est pas un bon acteur. D'ailleurs, j'ai vu Fais-toi une belle vie. Ouais. Ah oui, cool. Puis, non, ben, les deux, vous êtes assez solides là-dedans. C'est toi qui l'as écrit, d'ailleurs, je pense. Ouais. Guillaume Lemaitre-Vierge, le connaissais-tu avant de faire le show? Très peu. Très peu? Très, très peu. Je me souviens pas où je l'avais vu. Puis même sur Radio Enfer, on s'aimait bien, mais... Pas devenu des chums tout de suite. Là. Non, pas... Ça a été pas mal plus long. Il était très chum avec Michel Charette, ses deux best friends, ça. Ah ouais? Ouais, les autres, ils s'étaient connus sur Chambre-en-Ville, puis tout ça. Donc, moi, c'est venu un an ou deux après qu'on a fini Radio Enfer. Là, on a commencé à se voir plus régulièrement. Ouais, ben là, vous avez l'air chum, parce que j'ai regardé ton Instagram aujourd'hui,
aujourd'hui, puis c'est que des vidéos de Guillaume Ouais, Louis-Vierge. c'est parce que j'ai pas le choix, parce que moi, je suis pas très réseaux sociaux. Okay. Mais Guillaume, à chaque fois qu'on est en tournée, il me kidnappe, puis on fait des petits films, là. Okay. Je suis bien tanné. Il passe ses messages aujourd'hui aussi, François, j'adore ça. Non, je sais que Guillaume m'écoutera pas. Okay. Télé! On va essayer le plus possible que Guillaume écoute le podcast. Pour y parler sur la piste. Ouais. Ah, ça se fourrait. Fait que, pourquoi je disais ça? Oui, parce que Guillaume, on fait souvent des petits films, mais c'est les seules affaires que je poste sur Instagram parce que Guillaume me force à les poster moi aussi. Là. Ouais. Mais ouais, je vais me forcer. Je vais mettre du stock original là, un moment donné. Est-ce que je me souviens quand j'avais 10-11 ans, là, moi je viens du Saguenay, il y avait le salon ado jeunesse, puis je sais qu'il y avait ça un peu partout là, dans les régions, dans la province de Québec. Est-ce que toi t'avais fait cette tournée-là un peu partout les affaires jeunesse? On l'avait fait à Montréal, le salon Pepsi Jeunesse. Okay. Mais ouais, je sais qu'il se promenait. Ouais. Mais nous on était à Montréal. Un moment donné, il était à Québec. Puis on s'était pogné avec le producteur parce que il voulait qu'on y aille. Sauf que je pense que c'était en même temps que le carnaval, il n'y avait aucun hôtel. Il a dit trouvez-vous un hôtel, on va vous le payer. Mais on était rendu à Montmagny. Fait que fait qu'on s'est un peu pogné. Il avait dit hey, vous prenez pour des vedettes, allez-y donc. Mais on s'était pris trop tard. Mm-hmm. Fait que oui, on avait fait ça à Montréal. C'est jamais signé autant d'autographes en si peu de temps. Ça, c'était c'est sérieux. Faut que tu sois payé parce que c'est de la job. Là. Ouais. Ouais, c'est de la job. Là. Ouais. Mais c'était le fun, là. Mais quand tu jouais Carl, t'as-tu déjà eu, plus les saisons avançaient, à un moment donné, tu t'es dit, crime, j'ai quand même un rôle d'éducation à jouer, genre, auprès de jeunes qui trippent sur moi. T'as-tu déjà eu ce feeling-là? Oui et non. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'enseigne aujourd'hui aussi à des jeunes de 14 à 16, là, tu sais, 13, 14, 15, 16. Puis, ben honnêtement, on dirait que c'est Carl qui leur enseigne. Là. Ah ouais? C'est-à-dire que j'aurais pas de... Rappelle-moi ta question, pourquoi je te non, mais je disais, tu sais, t'as-tu déjà eu le feeling que t'avais comme un rôle à jouer de grand frère ou de modèle pour certaines jeunes, tu sais, qui pour moi, le jeune, il va avancer dans un système dans lequel il va être à l'aise. Puis pour moi, le jeune, il va aimer une émission de télé dans laquelle il va se reconnaître plus facilement. Donc, toute une question de l'espèce de liberté que le jeune veut avoir. Fait que moi, je laisse beaucoup ça dans mes cours. Dans mes cours aussi, je les laisse être beaucoup ce qu'ils veulent. Pour moi, ça, c'est une façon d'éduquer parce qu'ils vont avoir le goût de venir au cours. Ils ont calissement pas le goût d'aller dans le cours d'éthique religieuse parce que c'est un cours c'est un programme qui est bâti tout croche. Et si t'as pas un bon prof, c'est de la merde. Fait que je pense pas que Carl avait un rôle éducatif, mais la façon que je le jouais en avait un. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça que je veux dire. Puis si j'ai pas eu un rôle éducatif, mais je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai été calé pour une audition contrat de porte-parole de bière, ben je suis pas allé. Parce que... Tu disais c'est associé à Carl. Ça joue encore, puis tu te sentais mal à l'aise avec ça? Tout le monde savait que j'avais 26 ans, là, mais ça joue encore, tu sais, puis fait que non, je suis pas allé. Ouais. Ça aurait été un beau contrat, excusez, ça aurait été un beau contrat. C'est pas grave, on a tous grandi, tu peux sacrer, c'est un peu aussi que tu bois de la bière. Ouais, c'est ça. Quand j'avais 11 ans, ça aurait peut-être été un choc, mais je bois pas de bière. C'est vrai? Non, en ce moment, je me suis bien défoncé sur le vin blanc ou de Giovanni avant de venir, mais je bois pas de bière. OK. Non, je bois pas de bière. Bon, ben écoute, on vient de sacrer le rôle de modèle à terre. Ouais. Puis c'est ça, je te demandais ça parce que c'est ça, à un moment donné, vous étiez devenus vraiment des têtes d'affiche de vrac, même que t'allais interpréter François Chénier dans d'autres émissions, comme dans Réal TV, qui était l'autre sitcom qui avait malheureusement pris la place de Radio Enfer. Mais c'était quelque chose qui m'avait... Je te jure. C'est scandaleux, honnêtement. C'est vrai. 13 ans fâché, là. Ah, mon Dieu. Puis les médias sociaux n'existaient pas. Je pouvais pas me défouler sur mon Facebook. Non, c'est vrai, hein. Il fallait que j'aille sur le site de Vrac puis que j'écrive un message d'insulte aux gens de la programmation Vrac qui, évidemment, s'en sont sacrés et ont continué à me jouer. Ils s'en sont pas sacrés tant que ça parce que il y a eu des tentatives après de peut-être qu'on pourrait revenir. OK. Les gens ont beaucoup écrit. Les gens ont beaucoup écrit quand Radio Enfer, quand il y a une autre
émission qui a pris à slot, je savais même pas que c'était eux autres. Ouais. Puis toi, Ben, qui est comédien, c'était quoi le feeling d'aller jouer François Chénier, mettons, dans une autre émission? Ben, c'est ça. Tu sais, tantôt, je vous disais qu'il y a une gang d'auteurs qui sont partis. Ouais. Puis il y en a d'autres qui sont arrivés. Ceux qui sont partis, je pense, sont allés écrire cette série-là. OK. Puis là, pour niaiser comme le producteur, ils ont fait venir François Chénier, mais que tu joues calme, mais c'est de la merde un peu. Tu sais. Ouais. Il m'avait un peu blasté. Fait que c'était genre un épisode de revanche un peu comique, mais ils se sont servis de moi. OK. Mais toi, t'étais à l'aise avec ça? Ben, ouais, mais je pense que j'ai réalisé après. J'ai fait, C'était ça, dans le fond. c'est vrai, c'est les anciens auteurs, tu sais. Mais c'est du monde qui était super drôle, là, tu sais. Puis, ouais, j'ai eu bien du fun à faire ça, mais non, François Chénier, même si on invitait François Chénier, mettons, j'ai pas fait beaucoup, mais dans des talk shows, mais c'était Carl pareil. Ouais. Radio Enfer, les saisons, tu sais, t'as parlé que ça a pu revenir. On a vu des séries qui sont devenues des films. Y a-t-il eu ces projets-là, tu sais, des spin-offs? Est-ce que, tu sais, Radio Enfer, j'ai comme tellement tout le temps espéré que ça revienne. Encore aujourd'hui, je suis convaincu, j'aimerais ça que ça revienne. Tu sais, c'est quoi qui t'arrive? Pourquoi ça a pas? On n'a jamais revu de Radio Enfer? Ben, il y a beaucoup de. Souvent, les gens répondent à ça parce que on aime mieux se retirer quand c'est fort. Parce que je pense que les attentes auraient été trop grandes. L'affaire que moi j'aurais faite, c'est un show de théâtre musical avec Radio Enfer. Ça a l'air super quétaine, là, mais c'est une idée qu'Isaiah avait eu, parce que tu sais, à un moment donné, il y avait des bands dans Radio Enfer, là. Claveau, M. Giroux jouait de la guitare, moi j'étais au keyboard, Jean-Loup était au drum. Ben c'est vrai, c'était nous qui faisions la musique. Ah ouais. Sauf que ça apparaît pas dans l'émission parce que on allait en studio, on la tapait, puis quand on revenait, quand on enregistrait l'émission, c'était fait. Ouais, c'était fait, mais on jouait par-dessus. Ouais. Sauf que, fait que ça sonne hyper studio qu'était années 90, mais ça marchait. Ben oui, mais on jouait pour vrai. Fait qu'on aurait pu être un band, puis les deux filles auraient chanté, puis tout, puis on aurait fait genre l'histoire du band de Radio Enfer, mais en tournée partout à travers le Québec, au théâtre, ça aurait été écœurant. Moi, c'est le projet que j'aurais aimé faire, parce qu'il y a eu d'autres projets, Radio Enfer 2.0, le producteur directeur d'école à un moment donné, c'était pas ça que t'aurais pas été Moi, j'aurais été directeur. Non, j'aurais été prof, puis c'était Jocelyne qui était rendue directrice. OK. Puis moi, j'aurais été prof. OK. Fait que c'est. Mais ça, encore là, c'est pas pour rien que Charette a dit non. Je pense que Joël aussi a dit non. Ouais. Ils ont fait c'était drôle dans le temps. Faut pas essayer de recréer donc cette patente-là. T'sais. Sans eux, c'était pas, il était pas question pour toi de le faire non plus. Ben, j'allais allé à 2 meetings de développement avec des nouveaux auteurs, avec le producteur. Je pense que Micheline était venue. Puis on a réalisé que de toute façon, le projet était atterri maintenant à vrac. Fait que s'ils n'ont pas sauté dessus, ils ont bien dû voir eux autres aussi que peut-être c'est pas la meilleure idée. On dirait que j'imagine qu'un retour serait possible, mais un seul épisode, genre de réunion d'anciens élèves, ils sont tous là, puis ils retournent dans le local de la radio. Un film, ça serait écœurant. Mais moi, c'est un film que j'aurais toujours vu. Le point final, un film. Y a-tu de quoi à compter pendant 2 heures? Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. C'est quoi? Ce qui m'inquiète, c'est que si on avait fait un film avec Radio Enfer, le film aurait été fait il n'y a pas si longtemps, les moyens techniques étaient super bons, ça fait que la facture visuelle, c'est niaiseux là, mais la facture visuelle à laquelle on était habitués à la Radio Enfer, c'est du carton, c'est du décor. Si on va en extérieur dans des lieux réels, c'est tough à transposer. Je suis d'accord. En fait, c'est pas tough, ça peut être écœurant, mais ça peut faire... Mais t'as pas la nostalgie qu'on avait avec chaque décor. T'as pas le... C'est ça. Tu sais, on la veut dans le bureau de la psychologue, on le veut. Moi, si on faisait un spécial d'une heure, que sont-ils devenus, là, mais dans nos anciens décors, je suis là demain matin gratis. Ça, je le ferais. C'est vraiment intéressant comme point de vue, parce que je te donne un exemple que t'as dit tantôt. Toi, tu trouves qu'une autre série culte, c'était Dans une galaxie. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ils m'ont perdu avec les films. Moi, le Romano Fafard... j'ai jamais trippé ces films. Romano Fafard, je l'aime comme dans la série. Dans les films, ils ont essayé de le mettre trop vaisseau spatial avec des grands moyens, puis j'étais là, je reconnais pas. Je reconnaissais pas le ça rejoint une génération qui avait pas non plus été tant que ça, qui a écouté, ça rejoint un grand public, mais c'est pas tous des gens qui avaient écouté la série de Dans une galaxie qui ont trippé ces films. Moi, j'ai jamais accroché sur les films parce qu'il y avait pas la facture visuelle. C'est un super bel exemple. Ouais, c'est vrai. Très bon exemple. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé les films au niveau du scénario. Mais c'est pas pareil. C'est pas mon... c'est pas pareil. Penses-tu que ça va se faire à un moment donné, cette genre de réunion-là, dans les vieux décors?
Qui voudrait? Non. Tu sais, on entend tout le temps dire faudrait que ça parte de nous, parce que le producteur de Radio Enfer, qui, en passant, c'est mon producteur préféré, c'est un Italien qui n'a produit que des choses risquées. Claudio Luca? Claudio Luca. OK. Tu sais, la série C'est Motards, c'est lui qui l'a faite, parce qu'il n'y en a pas un sacrifice qu'il voulait faire. C'était laquelle, le dernier chapitre? Ouais. Okay. Je sais pas si c'était le dernier, je me souviens plus du titre. Okay. Mais c'était une série écrite sur les motards où on se disait les vraies affaires. The Boys of Saint-Vincent, les abus avant la Révolution tranquille sur les enfants. Puis, par la religion. Hein. Oui, la religion, il écorche. T'sais. Fait que, c'est un producteur que j'aime beaucoup. T'sais. Ouais, fait que ça aussi, faudrait aller voir Claudio puis dire ça te tente qu'on fasse ça. Ah ouais, puis lui il convaincrait tout le monde. Non, faudrait que nous on s'arrange pour qu'on c'est ça. Ouais. Okay. Dans le sens que ça viendrait pas de l'extérieur, ça viendrait de vous autres. Faudrait que ça vienne de nous. Fait qu'on oublie notre pétition. Non, peut-être à un moment donné qu'on va le faire. Ok, on va starter ça. On serait ça serait un GoFundMe. On va vous le payer de l'accord. Je disais ça tantôt en joke, mais je suis plus content d'avoir un podcast avec François Chénier que si je l'avais avec Céline Dion. C'est pas des farces là, tu sais. Je niaise pas là, c'est comme. Mais c'est nous autres. Céline n'a jamais été le symbole d'être cool pour moi là. François Chénier. Vous auriez pu vendre votre stock après. Moi, c'est gratuit sur le net. C'est ça. Puis là, tu nous l'as dit, il y avait eu ce projet-là où Carl était rendu prof. Toi, t'es rendu prof, tu l'as mentionné tantôt, d'art dramatique, théâtre au... En fait... J'ai pas changé de métier. Là. Éthique et culture religieuse. Non. Non, dans le sens que je suis encore comédien, mais là, j'écris aussi. Puis ça, cette affaire-là, c'est arrivé, c'est un hasard. J'ai reçu un appel de l'école Georges Vanier à Laval, qui est à peu près une des seules écoles secondaires au Québec qui offre un programme hors-études en comédie musicale. C'est comme sport-études, là. Tu es obligé d'avoir un cours, que ce soit de chant, danse ou théâtre, par jour dans ta semaine, là, tu sais. Et il y avait besoin d'un prof pour enseigner le théâtre puis faire les mises en scène de ces shows-là. Puis moi, je développais beaucoup mon côté auteur, metteur en scène à ce moment-là. Fait que mon nom est sorti. Ils m'ont appelé. Puis là, j'ai fait non, je pense pas, j'ai pas le temps de... Mais ma fille, parallèlement, elle m'arrive puis elle dit, je veux m'inscrire dans ce programme-là. Ah ouais? Là, je fais, je dis, si ma fille auditionne... parce que, pas si ma fille est prise, là, j'ai pas fait de chantage, là, mais ma fille veut auditionner, peut-être que... Puis je dis, si ma blonde faisait la job avec moi, ça marcherait-tu? Puis elle dit oui, fait que là, ils nous ont engagés les deux. OK. Ça fait 5 ans déjà, 5-6 ans, puis j'adore ça. C'est pas... tu sais, je peux faire le tricheur, puis c'est plus payant faire le tricheur que toute mon année à l'école, là. Mais je le fais pas pour ça. Je le fais parce que je trippe à monter des shows. Écoute, j'ai un band de 45 jeunes qui font la musique des shows. Tu sais, c'est un solide trip, là. Puis enseigner cette passion-là à des jeunes, ça doit être... Peut-être c'est une manière aussi de rendre un peu, parce que écoute, il y a tellement des comédiens d'expérience qui sont passés par Radio Enfer. Est-ce que cette passion-là t'a été transmise aussi par tous les gens que tu as rencontrés sur ce plateau-là? On peut-tu dire ça? Sur ce plateau-là, puis ailleurs aussi, mais oui, sur ce plateau-là, c'est sûr. Ouais, parce qu'il y avait des gros castings là, sur Radio Enfer. Là. On va pas trop spoiler parce que j'ai un bon petit quiz. C'est ça, on y arrive, puis écoute, on pourrait quasiment passer à ça directement, Tom, parce que moi je trouve que c'est un segment qui est vraiment intéressant, puis on a regardé ça en faisant nos recherches. Tu sais, je veux dire, il y a la grosse pointure qui a passé par Radio Enfer, ne serait-ce que pour une apparition seulement ou quelques apparitions récurrentes. Tantôt, tu mentionnais Jean-François Mercier, Bruno Blanchet, qui ont été auteurs. Ça, premièrement, tu me l'as appris. Puis Bruno Blanchet a eu le personnage de Professeur Gaboury, qui est devenu un peu mythique, là, tout comme celui d'Alexis Martin. Tu te rappelles de son prénom, certain? De Gaboury? Aïe, aïe. Il disait jamais, on l'apprend sur Wikipédia. Il dit une ou deux fois dans la série. C'est qui donc Firmin? Ça, Firmin, c'est la plante. C'est Alex Martin qui joue. Quel personnage que j'adorais aussi. Complètement tannant. Complètement. Tu l'haïssais dès qu'il parlait. Moi, là, sérieusement, c'est dans mon top 3 des personnages les plus drôles à vie que j'ai vu. Oui, c'était hilarant. Alex Martin, ça en est un. Quel acteur. Nous, on n'en est pas revenu. En répétition, là, on était de même. On avait 3 ans de moins que lui. On était un peu plus jeune que lui. Là. On le regardait de même. Puis pendant des années, on l'a suivi au théâtre. Mais moi, c'est un des acteurs que je trouve au Québec qui m'impressionne le plus. Là. Que je regarde, impressionnant.
Il est très impressionnant. Ouais. C'était Gontran, Galgouri. Gontran, Galgouri. Ouais. Fait que, puis d'ailleurs, c'est ça, Bruno Blanchet, Jean-François Mercier, ça c'était la première batch d'auteurs, c'est ça que j'ai pas compris tantôt. C'est la deuxième. La c'est deuxième. quand les 4 auteurs principaux sont partis au bout de 4 ans. Au bout de 3 ans et demi. En tout cas, ils ont fait partie de 4 ou 5 auteurs qui sont arrivés d'une deuxième batch. Fait que Galgouri, il arrive dans la distribution à partir de la 4e. Ouais. OK, c'est ça. Il était sporadique dans la 3e, je pense aussi. Peut-être. OK. Mais tu sais. Bon, ben ça veut dire que les auteurs sont partis à la 3e, à la fin de la 3e. Ouais, il arrivait comme dans la fin de la 3e, en tout cas, dans mes souvenirs, là, qui sont assez précis normalement. Puis ces professeurs-là qui allaient chiller au local de la radio étudiante, tu fais ça, toi, comme prof? Tu vas-tu te virer des fois? Ben, je pars à l'école assez souvent. C'est-à-dire que mon cours, j'ai 3 périodes par semaine. Là. 2 ou 3 périodes par semaine. Fait que non. Puis la radio étudiante à Georges-Vanier à Laval, c'est vraiment de la merde. C'est comme un pupitre dans le milieu de la café. Puis un micro. Fait que tout ce que t'entends, c'est cling, clang, t'entends rien. Là, tu devrais faire un setup à un moment donné. Ici, Carl Katchar. Juste pour voir si les gens. Je suis convaincu que personne. Tu sais, les jeunes générations, ça rappelle même peut-être pas. Ben, ils connaissent ça, Radio Enfer, tes élèves? Ouais. Il y en a que oui. Okay. Il y en a que oui, mais pas beaucoup. Puis la source, c'est YouTube. Fait que, tu vois que... Mais, tu sais, vous disiez que... Ici, Carl Katcharet, là, je pense que c'est toi qui disais ça t'a donné le goût de faire de la radio. Ouais, carrément. Tu sais, j'ai fait Ladies Night, ça fait 17 ans qu'on tourne Ladies Night. Je fais énormément de tournées de théâtre avec mes projets ou les projets que je m'enseigne. Puis souvent, on fait la tournée des médias. Quand on arrive dans une ville, là, on arrive à Chicoutimi, ben, on fait les 3 postes le matin. Et puis c'est pas pour me vanter ou rien, là, mais le nombre d'animateurs et d'animatrices radio qui m'ont dit on fait de la radio à cause de Radio Enfer, je vous le dis, c'est 1 fois sur 2 on se le fait dire. Mais c'est quoi? C'est vrai. Moi, c'est comme ça. Jeune, je jouais à Radio Enfer avec des chums à moi dans le sol. J'en reviens pas. Ouais, tu sais, c'était quelque chose, c'était énorme, là. Puis, ben, j'avoue que quand t'es comédien, tu dois pas être, tu peux pas comprendre cet impact-là que tu peux avoir quand même bien que la série a du succès. Tu peux pas avoir l'impression que tu vas avoir un impact sur le choix futur de l'emploi ou des aspirations des personnes qui écoutent ça. Mais c'est fréquent. Ah, ben c'est vraiment génial. Puis, ben, Tom, je te laisse en lien avec ton affaire parce que t'as mis beaucoup de travail là-dessus, beaucoup de recherche. Ouais, ben moi, parce que moi et Phil, on est des gros fans d'acteurs qui jouent genre un rôle ou une scène dans des séries ou dans des films. Puis dans Radio Enfer, c'est comme le paradis. C'est le paradis. Puis, fait qu'il y a une première partie du quiz qui est je te donne le nom du personnage où tu me dis qui l'interprétait. Puis l'autre partie, je te donne le nom de l'acteur ou de l'actrice puis tu me dis quel personnage elle interprétait. C'est bon, ça? All right. On commence. Vas-y. Qui jouait Tiggy Tremblay, le genre d'ancien Carl de l'école secondaire. Le cool déchu. L'ancien Carl qui était revenu un peu jasé à Carl. Tiggy Tremblay. Ouais. Aïe, je m'en souviens même pas du personnage. Hey, c'était comme le gars, c'était un genre de bum. C'était un acteur qui était justement vraiment bien vu à son début de carrière, aussi musicien. Qui est devenu un peu bum. Finalement, aujourd'hui, on n'entend plus tant parler. C'était Mario Saint-Amand. Ouais, c'était Mario. Tiggy Tremblay. Ouais. Ah ouais, Mario, quel bon comédien, quel gars bizarre. Ouais, c'est bon ça. Super bon gars. Encore aujourd'hui, il pense encore qu'il est Jerry. Ouais, je pense qu'il a jamais décroché son 10e album là, de Jerry. Bon, ouais, idéalement, vous n'avez pas écouté jusque-là. Qui jouait Madame Champoux, la cuisinière de l'école? Madame Champoux, c'était Sylvie Potvin. Oui, alright. J'aime bien Sylvie. Aussi connue pour Lisette dans les Boys. Oui. Ouais. Qui jouait Monsieur Charest, évidemment. On l'a dit tantôt. Louis-Georges Girard. Ouais. Qui est d'ailleurs un personnage. Ce personnage-là, je pense pas qu'il pourrait être écrit dans une série. Non, il allait prendre de la bière dans il était regardant ses petites filles aussi. C'est ça. Ouais. Mais c'était vraiment dans les commentaires. Tu sais, il rentrait puis il disait ouais. Tu sais, ça à barouette. Puis il détaillait la fille. Ouais, mon Carl. Tu sais, c'est. Le mononcle, là, je pense c'est. Louis-Georges était parfait pour jouer mononcle. Un autre mononcle de Québec, Louis-Georges. Qui jouait Carole Giroux, le neveu du gros Dirou. C'était Jean-François des mecs comiques. Oui, Jean-François Barry en fait. Jean-François des mecs comiques. Ouais, Jean-François Barry. Non, tu sais, ça sera jamais Jean-François de la guerre des clans. Non. Jean-François de Trois fois rien. Jean-François des mecs comiques. Ah ouais, c'est ça, il est pas mieux que ça. Il est pas mieux que ça à vie. Qui jouait Julien Picard, le surveillant au P4.
Patrick Groux. Oui, en plein ça. Moi, je suis pas pire là-dedans, fait que j'espère que votre chose sera pas trop plate, là. Mais, parce que tu demandes ça à Charette. Ouais, tu penses? Ouais. J'aimerais ça. C'est vrai? Ça. Ouais. Les autres, ils se souviennent pas de tout, là. Mais... Carole Péloquin, la fameuse inspectrice. Chantal Franc. Oui, en plein ça. Wow. D'ailleurs, elle était tout le temps sur ton cas. Wow. Elle était tout le temps sur le cas, Carole. C'est vrai. Ouais. Il y avait quelque chose. Il y avait une tension, hein. Ouais. Une belle tension. Ouais, c'est ça. Qui incarnait le beau Monsieur Chartrand, remplaçant en économie dans l'épisode 6 de la saison 2. Plus tough, celle-là. Les filles capotaient toutes dessus. Beau selon les critères de l'époque. C'était mon cousin en plus, c'est Vincent Gratton. Oui, en Ah plein ouais? ça. Ouais, c'est mon cousin dans la vraie vie. Ah, Vincent wow. Gratton, c'est... Ah ouais, Vincent Ouais, Gratton, du c'est côté de ma mère, c'est des Gratons. Ouais. Tu vois? OK, hey, ça, je l'apprends. Je savais pas. On va arrêter là. Hollywood Non, Peak. Marina Blast. Jean-François Mercier. Oui, en plein ça, j'allais voir. Moi, j'ai aucun souvenir de ce personnage-là. Ben, c'est normal. Toi non plus? C'est Ah ouais, ben, il faisait... Ouais, Marina Blast, comme... drôle de nom. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il faisait un gros heavy metal. Ouais, un gros metal. Qui jouait Suzy Smith, la rédactrice en chef d'une revue de beauté. Ah ben là, c'est ma conjointe Oui. actuelle, Et c'est voilà. Catherine Lachance. Ouais. Est-ce que vous êtes rencontrés là? Non, on était déjà ensemble depuis 2 ans. Ça fait super longtemps, je suis avec ma blonde. OK. Je suis plus capable, sortez-moi de là. Non, c'est pas vrai. Pour ça, tout le vin au Don Giovanni. Oui, c'est ça. C'est Dès que je me retrouve seul, il se donne du vin blanc. je suis tellement heureux quand je suis seul. OK. Hervé Duguay, l'enseignant d'histoire. Luc Bourgeois. En plein ça. Oh, wow, OK. Là, on passe à la c'est parce que c'est des chums. Ben, c'est ça, je me doute. Là, on passe à la portion peut-être un petit peu plus tough, la portion... Peux-tu vous faire une confidence vas-y. avant? Luc Bourgeois n'est pas supposé de faire Radio Enfer. C'est un épisode qui est destiné à Serge Thériault. OK. Mais le matin du tournage, il est introuvable. Ah ouais? Serge Thériault, hein, mais on peut en parler un peu? Ben moi, c'est Serge Thériault, c'est mythique, Serge Thériault. Ben moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Moi, Gaz Barbeau, ça reste, je pense, un de mes films québécois préférés de tous les temps. Serge Thériault, Moment dans la petite vie, évidemment. Serge Thériault, c'est un de nos plus grands acteurs. Ouais, puis qui on le voit plus, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui a des problèmes, il est disparu. C'est pour ça que je dis... Même à cette époque-là, on a appelé Luc Bourgeois le matin même. Là. Okay. Est-ce que Serge Thériault, parce qu'il a quand même joué... il était là des fois. Là. Oui, puis... Mais faisait-tu Hervé dans ce temps-là? Non, il était là? c'était André. André Duchesne, je pense, son nom de personnage. André Dufresne. André Dufresne, en plein ça. Très fort. Fait que, non, c'est ça. Ce matin-là, cet épisode-là était destiné au personnage d'André. Puis, il n'est pas là. Ça coûte cher une journée de tournage quand on tourne, là. Fait que le Saya, il a appelé Luc Bourgeois. Puis Luc, il habitait pas loin, il est arrivé, puis il apprenait ses textes juste avant. Puis parce qu'il était enseignant d'histoire aussi, puis il prenait un peu ce rôle-là. Ouais. Serge Thériault tournait avec, tu sais, justement, tournait avec des gars et des filles qui étaient des monuments. C'était quoi pour une gang de jeunes qui sont chums? Puis... C'est vraiment bizarre parce qu'on dirait que quand on le fait, c'est comme si c'était normal. Puis, tu sais, 2-3 ans après, tu prends le brosse avec Charette, puis tu fais, man, on a tourné avec Thériault. Ouais. Fait que c'est, mais sur le coup, je sais pas, on dirait que c'est comme normal. Moi, j'ai joué au TNM, puis dans ma loge, j'étais René Richassé, puis Jean-Louis Millette, qui est un vieil acteur, mais qui était notre plus grand acteur de théâtre. J'étais dans la loge avec lui. Pourquoi? Puis, tu sais, on est 30, là, je suis dans la loge avec lui. Puis 2 ans après, je fais sacrément, j'étais dans la loge à Jean-Louis Millette. C'est un monument, ça. C'est comme ça. Puis lui aussi, il a fait beaucoup d'émissions jeunesse à l'époque. Oui. C'était Larry Boulding, c'est ça? Larry Boulding, exactement. Ouais. Puis grand acteur de théâtre. Penses-tu qu'un jour, puis ça, c'est une question de long shot, là, moi, je l'espère ou de quoi même, je crois pas que ça va arriver, mais penses-tu que c'est possible qu'on revoie Serge Thériault à la télévision québécoise? Que ce soit dans une entrevue ou dans un comeback, dans un rôle? Moi, je pense que c'est possible. Il va falloir qu'il ait réglé ses problèmes personnels. Puis ça, souvent, ça arrive, tu sais. T'en vois que, tu sais, Dan Bigra a disparu 3 ans. Il est revenu super fort. Et Thériault, ça fait longtemps. Puis j'avais écouté... Claude Meunier, ouais. Puis il parlait de ça. Puis même lui, tu sens que, tu sais, même s'ils ont été proches, il est un peu perdu là-dedans. Mais je pense qu'il y a une sorte d'omerta aussi là-dessus. On veut pas trop en parler pour pas... C'est drôle parce que... je sais très bien que Claude, à un moment donné, savait pas il était où. Là. C'est ça, mais c'est ça qu'il disait. Là, s'il y a quelqu'un qui peut savoir où est Serge, c'est Claude. Non, c'est ça. Puis il savait pas. Là, fait que, On va continuer. Là, je te donne le nom de l'acteur ou l'actrice. Il faut que tu me dises le personnage. Là, ça va être un petit peu plus tough. Guy Jourdouin, évidemment, jouait qui? Ah, shit.
Le nom est compliqué en plus, là, tu sais, le pire nom, le pire Je sais prénom. que Rachel, elle l'appelait B. Oui. Mais. C'était le chum. Bertrand Henry. Le nom de Lévy, famille. Non, C'est parce que elle, BHL, Bertrand Henry, je sais pas. Lapointe. Lapointe. Ouais. Qui était comme le genre de... Ben, c'est parce qu'il y a Bernard-Henri Lévy, Ouais, qui est un ouais, grand ouais, intellectuel. BHL qui s'appelle. BHL. Ouais. C'était bien écrit, pareil. Tantôt, on écoutait l'épisode de Jean-Loup qui se cogne la tête. Ouais. Qui Puis, devient brillant. puis je trouve ça tellement... Je suis là, tu sais, c'est Jean-Luc? Qui c'est qui a eu cette idée-là? Jean-Luc. C'est tellement niaiseux, puis il gagne aux échecs, puis là, t'es comme... Ouais. C'est malade. Ah, ouais. C'est tellement con. Anne Dorval jouait qui? Anne Dorval. Oui, assis. On espérait de pogner, mais bon. En fait, la vraie réponse, c'était la belle Anne Dorval. Ouais. Ah non, Ben, tu vois, je suis d'accord. Là, Elle, je t'avais- me souviens qu'elle m'avait impressionné. Ben, Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais. Ouais, c'est ouais. sûr, Fait c'est que tu vois, sûr. déjà très bonne, mais à ça de ta face, elle est Ouais. belle à quelque chose, là. Là, t'avais Louis-Georges Girard qui était là. Ouais! Ouais, mon gars! Ouais. Sophie Fauché jouait qui? Madame Pidikini. En plein ça, ouais, je l'ai vu. Le Ouais, propriétaire de Chic Madame. La boss de Maria, justement, dans saint Ouais. Chic, madame. Ouais. Alain Zouvi jouait qui? Ouais, ça, c'est tough, là. Le gars de l'armée, il En plein s'appelait ça. Arnaud. Arnaud Brodeur. Wow! Tabarouette, Hey, le ça gars, fait il- long. Eh ben, ça m'a marqué. Ouais, qui croisait Jocelyne, la psychologue. Ouais, Ouais, lui dans aussi, ça. Ah, ça ouais. disait psychologue. Elle était là, t'es comme à TV. Jean-Guy Bouchard jouait qui? Ah, son nom, je le sais pas, mais c'est un concierge. Le concierge Saint-Georges. C'est ça. Ouais, ok, c'est ça. Puis il jouait dans un autre épisode plus tard, il jouait le genre d'inspecteur de la pas de la CIA là, mais genre Ok, il fait d'agent deux- secret là, tu te rappelles pas, il jouait comme Ah, le concierge oui. qui était un agent secret, c'était complètement, Ok. j'étais là, ça fait pas de sens. Ouais, c'est le ça, même ça, gars. c'était la nouvelle Ça, batch tu vois, la nouvelle batch d'auteur avait ouais. essayé de faire un twist avec le Ouais, concierge. ouais, c'est ça. Ça, là, Ce j'ai- twist-là, puis les cimetières indiens, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Là. ça, c'était absurde. Ah, ça, c'est n'importe là. quoi. J'avais écrit la série pour dire c'est de la calice de merde. Ah non, c'est pas vrai. Ouais, ça se peut, hein. On a fait d'autres podcasts sur Radio Enfer, tout le monde disait lui, il était weird, hein, cet épisode-là. Il y a toujours un moins bon. Gary Boudreau jouait qui? Le père à Vincent. Le père à Vincent Gélina. Gary Boudreau qui a toujours des rôles secondaires. Ouais. Soit Ouais. un monsieur fâché, Ouais. ou soit... Un monsieur chaud. C'est ça, exact. Mais il est tellement bon. L'as-tu vu, Monsieur Fâché? Ouais, Est-ce que le ouais, père à il est Vincent? à face de même au Ouais, naturel. Là, c'est ça. Vincent. Ah, ouais. Le gars rigide. Là. Ouais. Ouais. D'ailleurs, que ta mère a bien connu. On fera un autre épisode là-dessus. Bien connu, Gary? Ou... Je pense qu'ils ont sorti ensemble dans leur enfance à Chicoutimi. Cool. Ouais. Ma mère m'avait dit ça quand j'avais écouté Matroni et moi avec elle. Ouais. Ok. C'était sa révélation. Là, je l'avais mis une facile au cas où t'aurais été vraiment poche. Là. Ouais. Mais André Ducharme jouait qui? Ah, je ne sais pas du nom. Ah ouais? Attends un peu. Ronnie Angelo. Ronnie Angelo. Ça, c'est l'épisode où La j'allais le parodie. rapper. Ouais. Ouais. Ça, c'est mythique, là. Ouais, c'est cette mythique. tune-là. Cette tune-là, c'est-tu écrit? C'est-tu... Ouais. Ah ouais? Ça, c'est écrit. Sauf que... je pense que Michel l'a raconté. Ça, c'est un one take, c'est-à-dire que les paroles sont écrites et Michel s'est trompé dedans, m'amener. Fait qu'il fait du hey! 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 Tac, tac, tac. Il remplit, il fait du remplissage au lieu de dire ses mots. mais tous ces mots finissent par rentrer. Fait qu'il dit 2 fois plus vite. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais oui, c'était tout appris. C'est juste pas sorti dans le bon ordre. Ça, c'est-tu vrai qu'il est plus capable de s'en faire parler de ce rap-là, Michel Charette? Moi, je me suis fait dire, faut pas y parler de ça. Ben non, c'est pas vrai. Ok. C'est sûr que tu sais, Michel est exubérant, ça se peut qu'il fasse ça. Ah, tabarnak, man, mais il va répondre à ta question hyper chaleureusement. Non, il est pas une grande gueule, Michel, mais c'est sûr que si on lui parle juste de ça tout Ouais, le temps. non, mais J'imagine qu'il y a une autres, question de contexte aussi. Ben ouais, Ben, ben tu fais un podcast, tu seras pas déçu de se faire poser Non, la non, question. c'est ça. Il est pas cave, là. Si Tu sais, tu- c'est un gros moment de Jean-Loup. là. Pas comme si tu vas y chanter ça quand il était avec sa famille au restaurant, là, ça veut dire que ça risque d'être une autre affaire. là. Ouais, exactement. Ah non, c'est sûr que... Ouais, ça se peut. Ça arrivait-tu, ça, que du monde vienne vous voir au restaurant, collé à 2 pouces de la face, à faire comme, hey, tu sais... Ça arrive plus, quasiment plus aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, à l'époque, les parents étaient là, mais ils poussaient sur leurs enfants pour dire « Ah ouais, va le voir! » Puis Ok. l'enfant, il est là « Non, je suis content, je le vois, là, c'est correct. » Il y a plus de respect pour la proximité que les gens? Ou... Ça passait par les kids. Ça passait plus par les kids, mais là, dès qu'il y a eu les boys... tu sais, je suis souvent avec Michel, tu sais, on était au Centre Bell il y a 2 jours, puis sacrifice fatigant, là, tu sais, à cause de District 31, là, tu peux... Ouais, c'est parce que les gens sont super gentils.
L'autre fois, on était au resto encore avec Michel, puis il y a une bonne femme qui arrive. OK, ah ouais! Puis elle pogne, puis elle tourne, puis elle est en train de prendre une photo. Il a fait Hey, madame, tu me le demandes, puis tu sais, fais juste me le demander. Esti, tourne-moi pas, j'ai eu peur, là, tu sais. Puis il a raison. Ouais, amplement. Ça, c'est gossant. Ouais. Fait que oui, des fois, il peut être tanné, là, mais... Tu parles d'une idée aussi d'aller jouer dans une série qui fait 2 millions tous les soirs. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Pierre Colin jouait qui? Ah, wow. Je vais avoir un petit délai, mais Coton Morisseau. Oh oui. Il va tous les avoir. C'est l'épisode préféré de mes enfants. Si j'avais pas eu d'enfants, honnêtement, je peux pas répondre à tes questions. Ah ouais? Ben non, parce que... Tu les as toutes réécoutées, genre? Ben oui, puis tu sais, là, Michel, il commence à regarder avec ses enfants parce qu'ils sont plus jeunes, mais moi, c'est déjà fait, tu sais. Fait que comme je les ai regardés avec mes enfants, c'est plus frais à ma mémoire, ouais. Christian Bégin jouait qui? Là, ça, je pense que... Ça, non, oublie ça. Non, je pense que je les avais tout dessus, mais là, c'était... il jouait un genre de gourou illuminé artiste, là. Ah oui! Ah oui! Ouais, son nom, par exemple. Là. Jean-Jacques Dion. Ah, calme! Je t'ai eu avec une question. Bravo! Hey, bravo! Écoute, François, c'est vraiment cool de t'être déplacé. On a vraiment apprécié notre premier épisode c'est quoi, du showbiz et des hommes. Vous allez dire 2 hommes et un showbiz. Non, c'est pas ça. Pas mauvais non plus. En fait, c'est un show variable. En fait, on change tout de nom. C'est le prochain épisode, on en trouvera un autre. Je sais pas, puis je veux pas te forcer à faire quoi que ce soit que tu voudras pas. Mais c'est possible de finir le show sur un Ciao Baby? Ben oui, c'est sûr. Je le dis à qui? Tu le dis. Dis-le donc à la caméra. Voir. OK, c'est ça. Je te laisse y aller. Bon, merci d'avoir écouté le podcast. C'est Frank, le cat chénier, qui vous dit ciao, baby. Prochain invité, Antoine Vézina. Il a l'air chaud,